Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. Mesdames et messieurs, c'est ici à Marrakech au Golf Palace que se tient la 14e édition de Africa Pay and ID, précédemment Carte Afrique. Et c'est avec plaisir que nous sommes venus prendre pour vous la température et l'état des lieux du paiement et de l'identification en Afrique. Une petite visite s'impose afin de voir les différents acteurs du secteur actuellement présents et actifs sur le continent. Toutefois, il faut signaler la présence quasi certaine des leaders du domaine du paiement et de l'identification en Afrique tels que Data Protect, Ingenico, Ansut, HPS, JIM-UMOA, JIMAC et bien d'autres. LMPS et j'en passe. Aujourd'hui, nous ferons un petit tour dans le stand du JIMAC afin de nous entretenir avec son directeur général, M. Valentin Bozo. Mais avant, une petite surprise pour cette 14e édition de Africa Pay and ID, c'est le jeune ingénieur informaticien spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'ai nommé M. Kossi Lene, le CEO de l'entreprise Basit, avec qui nous aurons tout de suite un petit entretien. Je m'appelle Lene Palou, je suis CEO de Basit. Aujourd'hui, nous sommes à Africa Pay and ID et nous venons en partenariat avec HPS. Aujourd'hui, à Basit, nous développons des interfaces conversationnelles intelligentes capables de prendre un peu les tâches répétitives que les humains doivent faire et les faire. Et derrière, ça offre une disponibilité 24 heures sur 24, 7 sur 7 pour les consommateurs finaux. Donc en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle, on arrive aujourd'hui à faire en sorte que la banque devienne plus cognitive, plus intelligente, qu'elle connaisse mieux ses clients et qu'elle puisse les offrir les services qui vont avec. Et on a commencé par développer des interfaces comme des chatbots sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons un peu fait évoluer notre solution et on est capable de faire des call votes, c'est des bots accessibles par téléphone. Et on aborde aussi d'autres thématiques plus poussées comme le data management. On aide maintenant les banques à faire du profiling grâce au machine learning. Voilà, les tâches répétitives que les hommes doivent faire, c'est quel genre de tâches par exemple? Donc si on prend par exemple la problématique du service client, aujourd'hui les clients ils appellent la hotline de la banque et ils posent des questions et 80% de ces questions sont des questions répétitives. Aussi les clients vont en agence pour poser les mêmes questions. Demain avec Basit, les clients vont poser les mêmes questions sur une hotline automatisée, donc un robot va leur répondre et donc la banque n'aura que 20% des requêtes à traiter. Donc imaginez le gain en temps et le gain en argent et ainsi le gain en fidélisation et en user experience pour les clients. Voilà, merci, on va se dire à bientôt. Comme promis, nous retournons au stand du JIMAC, ce stand très attractif qui fait toujours l'objet de découvertes tant les visiteurs sont fascinés par l'interactivité du personnel du JIMAC, mais surtout par le dynamisme de son directeur général, M. Valentin Bozo, avec qui nous allons nous entretenir un moment avant sa prochaine conférence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une fois de plus à Africa Pay, vous pouvez nous faire le point de toutes ces années d'expérience au sein de ce grand salon de la monétique et du paiement en Afrique? Je vous remercie de me poser la question. Effectivement, j'ai vécu l'évolution de ce salon, de son appellation originelle, le salon Carte Afrique, une évolution qui a tendu vers l'extension dans l'e-gov et le numérique, en plus de la carte qui était à l'origine. Et depuis cette année, ça s'appelle Africa Pay. Depuis l'année passée, ça s'appelle Africa Pay en ID Expo, donc à PID. Beaucoup de choses se sont passées durant toutes ces années
d'un salon, d'une journée centrée sur la carte bancaire, on est arrivé aujourd'hui à une évolution sur tout ce qui est numérique et les grandes tendances du paiement à l'échelle mondiale et particulièrement pour nous les Africains. L'avantage de participer à ce salon repose sur le fait qu'on puisse faire l'état de l'art annuellement sur ce qui se fait dans nos secteurs, que ce soit sur la monétique, carte, mobile, e-gov, identification et tout ce qui est autour, et pouvoir repartir et échanger avec des, comme à l'exemple d'hier soir, avec l'émission de télévision, avec le débat des monéticiens, des confrères, directeurs généraux des grands switches africains, qu'on puisse repartir après le salon avec de nouvelles idées, une nouvelle vision et recharger d'un agenda qu'on peut alimenter jusqu'en fin d'année et comme les technologies vont vite, pouvoir continuer à innover et à prendre en compte les besoins des populations africaines et en particulier les miennes qui sont celles de la SEMA. Voilà comment j'ai vécu les années d'évolution de ce grand salon monétique africain et maintenant de l'identification. Donc une nette amélioration dans ce salon qui est de plus en plus palpable. Et maintenant sur le terrain concrètement, au niveau de l'Afrique centrale, où vous êtes le groupement intermonétique, comment est-ce que vous vous déployez sur le terrain? Le GIMAC a démarré son activité il y a en 2014, donc fin 2014, plus sérieusement la production monétique en 2015. Et depuis 2015, beaucoup de chemin a été parcouru. Nous sommes partis d'une infrastructure vierge à aujourd'hui plus d'une quarantaine de banques et de microfinances qui font des transactions au quotidien à l'échelle de la SEMA, avec plus d'1 millier de GAB à la disposition des porteurs de cartes et plusieurs centaines de TPE disséminés dans les 2 pays principalement à ce jour et que nous comptons étendre dans les jours qui viennent. Donc c'est dire si du chemin a été parcouru et depuis tout cela s'est fait traiter sans fraude, sans incident majeur. On a déjà dépassé la centaine de milliards de traitements en montant cumulé. On est dans les 2 millions de transactions cumulées aussi. Et nous avons abordé depuis octobre 2015 une trajectoire nouvelle, ce qu'on a appelé l'interopérabilité intégrale. Et cette interopérabilité intégrale, ça va être une convergence entre les transactions du mobile interopérable, on va faire interopérer les mobiles, les transferts, les agrégateurs, les fintech et tout ce qui gravite, tous les petits acteurs du monde du paiement, les banques, avec le mobile banking, le e-banking, et les microfinances aussi, et tout ce qui gravite autour donc de ce monde. Et là maintenant, la vision qui est la nôtre en 2019, avec cette nouvelle interopérabilité intégrale, c'est de décloisonner tous les systèmes et les moyens de paiement de la sous-région en devenir vraiment l'écosystème centre des paiements dans la sous-région et pouvoir donc digitaliser au maximum nos populations et sensiblement freiner le cash avec tout ce qu'il y a de charrie de problèmes, à savoir en particulier le blanchiment, le financement du terrorisme, le dévoiement, la corruption et toute autre chose derrière. Alors, juste pour finir, je voulais poser une dernière question, à savoir aujourd'hui sur le marché, quels sont les produits concrets de GIMAC pour les consommateurs?
Il y a la carte JIMAC, la carte régionale JIMAC, qui permet à tout citoyen de la CEMAC de se déplacer dans les 6 pays et de faire des transactions de retrait de paiement auprès des commerçants à volonté. Donc il y a cette carte JIMAC qui est le service phare actuellement. À ce service, nous l'avons ajouté en 2019 tout ce qui est mobile payment, des transactions pouvant se faire de la carte mobile, des offres, mobile carte mobile, mobile compte, wallet, etc. Voilà les produits que nous allons mettre dans le marché cette année, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus centré sur la carte. Et ces produits sont déjà disponibles. En phase de pilote, ils sont déjà disponibles. Ils ne demandent plus qu'à officialiser leur utilisation. Vous emboîtez ma question qui était de savoir comment est-ce que le produit JIMAC a été accueilli sur le terrain. Mais là, je vois que ce n'est pas encore déployé. Non, non, ce n'est pas encore déployé. Donc, évidemment, ce n'est pas encore déployé. Ok, donc merci, M. Valentin Bozo. Après notre entretien, nous retrouvons M. Valentin Bozo à la conférence dont il est panéliste avec pour thème « La monétique classique disparaîtra-t-elle dans un environnement entièrement digitalisé ?» Et pour sous-thème, protection de données personnelles, l'Afrique peut-elle protéger ses citoyens? Il est à noter que dans ce monde de digitalisation, les données sont à la fois un avantage, mais aussi un inconvénient. Nous écoutons les réactions de M. Valentin Bozo lors de cette conférence. Merci Andrea de me donner la parole. Je suis Valentin Bozo. Je suis directeur général du groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale dans la zone de la CEMAC. Ces 6 pays, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, le Tchad et la République centrafricaine. Précédemment à ce poste-là, je suis de formation ingénieur des télécoms. Et j'ai exercé longuement dans les banques, j'ai fait toute la hiérarchie informatique sur service, sous-directeur, directeur des systèmes d'information, directeur technique, avant d'y arriver. Je suis aussi dans le monde associatif pour le numérique en Afrique depuis 25 ans, donc je participe à des séminaires et aussi à des événements et même aussi à de l'émulation dans le secteur, dans mon pays et dans ma région de chez l'Afrique. Et de difficultés sur le passage au digital en Afrique, pourriez-vous détailler votre vision? Et d'après vous, quelles sont les mesures qui sont à effectuer au niveau de la pédagogie et de l'information des consommateurs dans ce domaine? Merci pour votre question. Je reviendrai le frère Rudy pour poser le problème dans nos environnements centrales. On ne se pose pas de la même façon. La monétique, en termes de compte, c'est la lettre. En termes de traitement dans la région, a commencé il y a 30 ans, mais c'est de cette manière privative. Une première expérience qui a eu lieu, elle a été foireuse. Elle a été foireuse jusqu'en 2012, avant qu'on ne revienne sur les projets. Et le JIMAC a été rendu opérationnel depuis 4 années. Et en 4 années, le chemin qui a été fait a été le suivant. On s'est lancé d'abord dans le monde de la carte. Et cela a été fait clairement parce que sur 54 banques, qui ont un certain nombre de microfinances, nous avons maintenant plus de 40 ans. Se structure dans l'interopérabilité carte. Mais ce chemin faisant, on a constaté que la carte demeurait un peu élitiste. Et il y a aussi un autre problème dans ces environnements-là par rapport à alors, c'est les infrastructures physiques, l'électricité, les voies de communication, etc., qui limitent le développement des réseaux d'acceptation.
et aussi le haut niveau d'informel dans la société, dans les sociétés de ces pays. On va jusqu'à 80% de l'activité économique. Donc, ce qui freine énormément ce volet de la carte. Et quand le mobile est apparu, bizarrement, mais ça peut s'expliquer par la sociologie de la société avec cet informel, ça a été un boom. Et très vite, les gens ont développé l'aspect banquier, le mobile paiement. Et à ce jour, par exemple, l'année 2018, les chiffres sont effrayants. Le chiffre d'affaires fait par les mobiles a été 5 700 milliards, 800 milliards la carte. Et dans cet élan, on ne peut même pas développer l'activité d'interopérabilité de la carte, bien rentabiliser le régime. C'est pour cela que très vite nous avons réfléchi, et je m'accorde là-dessus avec mon frère Alain, pour dire qu'on a réfléchi en disant que la monétique n'était pas une affaire de carte, c'était tout ce qui était paiement. On peut appeler ça paiement digital, digitalisation des paiements, automatisation des transactions. Et nous avons donc réfléchi avec la Banque centrale pour pouvoir aller plutôt à un concept que nous avons appelé la monétique intégrale. Pour nous, la monétique intégrale, c'est la convergence qu'on peut trouver entre la carte, le mobile et les transferts d'argent. Et c'est pour cela que depuis l'année passée, pour pallier à cela, on a mis en œuvre ce projet d'interopérabilité intégrale avec l'appui de la Banque centrale, parce qu'il manquait quand même un certain nombre d'outils dans l'arc. On a d'abord fait la réglementation parce qu'un certain nombre d'instructions de la Banque centrale, évidemment aussi changer la réglementation qui régissait les opérateurs mobiles, à savoir qu'il fallait être derrière une banque, un opérateur technique, c'est la banque qui a la licence auprès de la Banque centrale et des procédures très longues pour faire cela. Et il y a donc eu cette réforme qui est un règlement qui crée donc des sociétés de paiement comme ici tout ailleurs, à côté des banques et des microfinances, et qui va faciliter le fait que tout le monde puisse désormais faire le paiement avec des limitations au niveau du crédit, pour préserver l'intermédiation financière au niveau de la banque. Et c'est ainsi que dans ce mois prochain, nous allons pouvoir démarrer dans ce volet d'interopérabilité des mobiles, de la carte, faire interagir les cartes, les mobiles et les transferts. Et pour revenir sur la carte, parce que la question qui nous était posée au début, c'était est-ce que la monétique classique va disparaître? Si on comprend par monétique classique la carte, je dirais non, elle ne va pas disparaître. Nous pensons qu'il va falloir que la banque et la carte, qui étaient à l'origine, épousent les évolutions, qu'il y ait des synergies avec les évolutions qui sont alentour, à savoir les mobiles, ou les pays qui ont une très grande diaspora, des transferts d'argent, qu'on agrège tout cela dans notre démarche par rapport à cet environnement. Et c'est la sociologie de la société informelle, c'est faire converger, la vision, c'est de faire converger tous ces moyens de paiement, pour pouvoir donner la chance à tout le monde, pour rendre, permettre à ceux qui trouvaient que la carte était un outil élitiste, parce qu'il y avait des contraintes, il y a des contraintes pour disposer d'une carte, sauf les prépayés. Mais les cartes adossées à un compte nécessitent un certain nombre de préalables, vous devez être salarié, etc. Donc c'est pour cela que nous avons donc axé tout notre effort sur cette convergence-là et les prévisions que nous avons en termes d'équilibre même d'abord du GIMA. J'en discutais tout à l'heure avec Michael, parce que pour rentabiliser les structures monétiques avec les investissements qu'il faille faire, c'est très difficile. Nos prévisions montrent que très rapidement, à long d'une année ou deux, on peut atteindre
l'équilibre financier. Dans les handicaps aussi, il y a ce volet acceptation. L'acceptation, on en discutait encore hier aussi. L'acceptation est très difficile dans des environnements de ce genre. Même ici au Maroc, une maman qui vend de la tomate au marché, comment la doter d'un point d'acceptation raisonnable en termes de coûts qui puisse aller vite dans les paiements et qui ne lui tourne pas la tête sur comment procéder, etc. Comme on dit avec mobile. Et donc, nous réfléchissons sur quel modèle, et là je lance un appel à toute la salle, quel modèle d'acceptation il faut à l'Afrique. Le digital comme élément d'inclusion financière, en quelque sorte. Oui, voilà. Donc voilà à peu près, madame. Très bien, merci. La vision ou les démarches qui sont faites, ou les chemins qui sont faits, on essaie de parcourir pour pouvoir digitaliser ou bien déponiser ou réduire les tâches dans la région. Merci. Alors, parce qu'il faut des réglementations, parce que c'est la réglementation qui va tuer les Européens, les Occidentaux. La Chine est en train d'avancer sans réglementation. La 5G, les Américains accusent les Chinois d'avoir volé la technologie. Vous n'êtes même pas pour la 5G. Voilà, c'est donc en substance comment s'est déroulée la 14e édition du Forum Africa Pay and ID Expo, du moins de notre point de vue, ce qui nous a mérité cette superbe tasse de thé marocain. Nous vous disons donc à bientôt pour la prochaine édition. Au revoir. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.